l'information. Merci de nous rejoindre. Bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite le sommaire de ce journal. Le grand serviteur de l'État, Laurent Donafologo, décédé le 5 février dernier. 3 jours après, les acteurs de la politique en Côte d'Ivoire lui rendent hommage. Tous saluent la mémoire de l'homme de paix, de cohésion et précurseur de l'oufouettisme. Politique gouvernementale d'aide à l'emploi. L'agence Emploi Jeunes finance 710 jeunes entrepreneurs de la région de l'Agnébitiassa. 319 millions de francs CFA sont injectés dans leur activité dans le cadre du programme Agir 3. Également à la une, ce lundi, la commémoration par la Côte d'Ivoire de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales. Avec 10 cas déjà recensés en janvier 2021, un appel à une synergie d'action est lancé pour l'élimination de cette pratique. Bienvenue dans ce 23h. Laurent Donafologo, grand serviteur de la République de Côte d'Ivoire, s'en est allé le 5 février dernier. Journaliste, ministre de l'Information, ministre d'État et président du Conseil économique et social. Il fut pendant longtemps une figure emblématique de la politique ivoirienne. Et dans l'arène des politiques ivoiriens, la nouvelle de sa disparition suscite une grande consternation. Tous, sans distinction d'appartenance politique, lui rendent hommage. Alexis Ouedraogo. La vague d'émotions et d'hommages continue d'enfler après le décès de l'ancien président du Conseil économique et social. Sur la scène politique, le PDCI-RDA, dont il fut l'une des plus grandes figures, reste ému. La Côte d'Ivoire perd aujourd'hui vraiment un grand homme qui a des qualités vraiment hors normes, un grand disciple vraiment du président, je dirais, Houphouët-Boigny. Et il a été même, je dirais, le précurseur de l'oufouettisme, parce qu'il était le chantre, je dirais, de l'oufouettisme, et il a été rattrapé, je dirais, plus tard, de tous les partis en Côte d'Ivoire, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde se reconnaît dans l'oufouettisme. M. Fologo y était déjà. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'on se remémore la démarche de paix, de conciliation de celui qui avait fait d'Houphouët-Boigny son modèle de vie. Aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, il a joué un rôle de disciple. Et comme lui-même se plaît à le dire, il est le véritable disciple d'Houphouët. Et prions Dieu qu'il connaisse le paradis à ses côtés et que de là-haut, en étant aux côtés d'Houphouët, il puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Donafologo, j'ai beaucoup appris sur la vie d'Houphouët. C'est donc pour nous, au RHDP, un oufouettiste, un des grands disciples de l'oufouettisme qui s'en est allé. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand serviteur de l'État, qu'il repose en paix, mais que sa mémoire aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans le renforcement de sa cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien aussi, moment de tristesse, le secrétaire général du parti salue la mémoire de l'homme de paix. On a appris avec beaucoup de consternation le décès du président Donafologo. Et en ces circonstances douloureuses, le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, et tout le parti tiennent à rendre hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire qui a su à tout moment mettre en avant l'intérêt national et la cohésion sociale. Laurent Donafologo était aussi un homme de plume. Journaliste, il a été le président de l'UPF. L'Union de la presse francophone le témoigne. Il faut dire que Laurent Donafologo a été un artisan actif de la création et de l'implantation de l'Union internationale de la presse francophone en Côte d'Ivoire. Il en a été le président national, donc de la section ivoirienne pendant de longues années. Et ce qu'il faut ajouter de très important, c'est que M. Fologo a même été le président international de l'UPF entre 1975 et 1978. Pour sa mémoire, il est extrêmement important de relever ce fait de sa vie professionnelle de journaliste. Laurent Donafologo s'est éteint le 5 février dernier. Il était âgé de 82 ans.
Voilà, les acteurs politiques ivoiriens unanimes sur les valeurs que défendait feu Laurent Dona Fologo, des valeurs de paix et de cohésion qui ont d'ailleurs été scandées à Yamoussoukro par le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin. C'est à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Face à lui, une assistance représentative des acteurs politiques, des chefs traditionnels, des guides religieux et également des leaders de la société civile. Le maintien d'un climat de paix en Côte d'Ivoire et surtout en cette période de préparation des législatives fut le message transmis. Le compte-rendu de Soro Corona. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Lieu idéal de la tenue de la journée de réflexion et d'échange pour la réconciliation et la paix. Acteurs des partis politiques, responsables de femmes et de jeunesse pour faire le deuil des malheureux événements de la présidentielle d'octobre 2020 autour du ministre de la Réconciliation nationale, une initiative de l'ONG Tominou. Le chantier de la réconciliation est une œuvre de longue haleine qui a besoin d'ouvriers, de bénévoles convaincus et chantant à l'unisson ce slogan « La paix, tout le monde y gagne ». Augustin Thiam a rassuré le ministre Bertin Konan-Kouadio de son soutien pour la réussite de sa mission. Le message que son Excellence le Président Alassane Ouattara nous a adressé en créant le ministère de la Réconciliation soit effectif et que l'oufouettisme cesse d'être un vain mot, mais devienne enfin un comportement. Bertin Konan-Kouadio a affirmé que la paix et la réconciliation sont deux impérieuses nécessités pour les Ivoiriens. J'exhorte nos leaders politiques à désarmer leurs paroles, nos partenaires de la presse à désarmer leurs plumes et nos populations à désarmer leurs cœurs en vue de créer un climat social apaisé et aboutir à des élections législatives sans heurts. La réconciliation devient dès lors un impérieux devoir pour tout habitant de la Côte d'Ivoire, car sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et sans paix, pas de développement durable. Des messages de paix ont été véhiculés par les chefs traditionnels, les guides religieux, les leaders de femmes et de jeunesse. Plusieurs responsables administratifs et politiques ont été faits ambassadeurs de la réconciliation et de la paix. Ils ont pour mission de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Créée en 2013, l'ONG Tominou a pour objectif de promouvoir la réconciliation et la paix pour des élections apaisées dans le pays baoulé. Cette organisation non gouvernementale compte mener des séances de sensibilisation de proximité auprès des leaders politiques et de jeunes. Et pour une paix durable définitive et pour le renforcement du vivre ensemble, des comités départementaux de veille et de suivi sont installés dans les régions. Ceux des régions du Bélier et de l'Ifou ont été installés par le médiateur de la République, Adama Toungara. Ces cellules de veille ont pour tâche de rechercher les raisons des crises communautaires. Le rapport de Walter Amadou Ouattara. Le médiateur de la République à la rencontre des différentes communautés du département de Daoukro. Des populations fragilisées par un conflit communautaire qui a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Adama Toungara, à travers cette rencontre, invite au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Tout ceci couronné par l'installation d'un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Nous espérons avec certitude que les membres que vous avez bien voulu installer ici dans le département d'Aoukro apporteront un plus dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au sein de nos communautés. Nous vous rassurons par ailleurs que le comité de veille que vous avez installé fera tout ce qui est humainement possible pour que la paix et la cohésion sociale soient au cœur des préoccupations de nos différentes populations. Et nous allons continuer toujours la sensibilisation. Nous allons croiser d'abord les partis politiques, les jeunes, les vieux, les corps habillés, tout le monde. Ensemble, nous allons les parler de paix pour dire que ces élections qui arrivent ne doivent pas nous amener à nous déchirer encore. Donc nous allons travailler pour que ces élections se passent normalement sans problème.
Cette rencontre a permis également de présenter les causes et les conséquences des conflits communautaires du département. Après Daoukro, Adama Toungara s'est rendu dans la ville de Toumoudi, également théâtre d'affrontements communautaires en octobre dernier. Aux parents des victimes et aux sinistrés, le médiateur de la République a eu un message particulier. Adama Toungara a exhorté les communautés à éviter les règlements de compte et à se référer à la justice. Pour les prochaines législatives, il lance cet appel. J'invite les candidats qui solliciteront les suffrages de population à avoir un langage de paix afin d'éviter d'attiser les rancœurs et les tensions encore présentes. De même, leurs militants et sympathisants doivent emprunter cette démarche pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence à Toumoudi et toutes les circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. Cette tournée de sensibilisation et d'invitation au renforcement de la cohésion sociale va se poursuivre pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Mais avant, le département de Toumoudi a vu l'installation de son comité de suivi et de veille de la cohésion sociale, un comité cosmopolite. Voilà la paix nécessaire au développement. Dans le secteur des médias, le processus d'extinction du signal analogique est enclenché. Le ministre de la Communication et des Médias a présenté ce lundi le bilan à cette date de l'opération. 72% du territoire national sont couverts par la TNT. Les précisions rapportées par Serge Coléa. C'est un processus irréversible. L'extinction du signal analogique en Côte d'Ivoire est rentré dans sa phase active. Le ton a été donné le samedi 30 janvier 2021 à Korogo, capitale de la région du Poro. Les villes de Korogo, de Dikodougou, de Sinémantiali, de Niofouin, de Koni et de toutes les autres villes situées dans un rayon de 50 km ont basculé totalement à la TNT depuis cette date. Dans cette zone, le taux de pénétration de la TNT dans les ménages est aujourd'hui de l'ordre de 80%. La région de la Maraoué, qui enregistre également un taux de pénétration satisfaisant, suivra celle du Poro. Pendant 9 longues années, la Côte d'Ivoire a déployé sa stratégie, avec notamment la création de la Société ivoirienne de télédiffusion, chargée de mener le processus à terme. 3 critères guident l'extinction du signal analogique. 1. La zone de couverture TNT de la région concernée doit être supérieure à celle de l'analogie. 2. L'implication des autorités locales et leaders d'opinion dans la campagne de communication de l'extinction du signal analogique doit être effective. Et enfin 3. La disponibilité des équipements de réception, c'est-à-dire antennes et décodeurs, dans la région doit être avérée. À ce jour, la télévision numérique terrestre couvre 72% du territoire. En 2021, l'ensemble du pays sera touché, ce qui permettra de mettre fin définitivement au signal analogique en vigueur depuis 1960. Des jeunes entrepreneurs reçoivent un appui financier pour le développement de leur activité. Ce sont 710 jeunes de la région de Lagné-Biatiassa. Au total, 319 millions de francs CFA leur ont été remis dans le cadre du programme Agir 3 de l'Agence Emploi Jeunes. Les précisions de Didier Nguessan. Ils sont porteurs de projets dans l'agriculture, l'artisanat, la restauration, le commerce et les services. Ces jeunes de Lagné-Biatiassa reçoivent des financements de l'Agence Emploi Jeunes dans le cadre du programme AG3. Au total, 710 jeunes de Tiassalé, Ndoussi, Sikensi, Rubino, Tabo, Azaguié et Agboville sont financés à hauteur de 319 500 000 francs CFA. Merci à l'Agence Emploi Jeunes et à la COPEC pour leurs accompagnements constants et leur mise en œuvre de cette opération. Notre reconnaissance va également au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sans qui ces actions ne seraient possibles. Les cadres de Lagné-Biatiassa appellent les bénéficiaires au sens de la responsabilité dans la gestion des fonds. J'ai l'intime conviction
que la jeunesse de notre région prendra conscience des efforts consentis par le gouvernement pour leur permettre de mieux s'insérer et être autonomes dans la société, car l'avenir leur appartient. En plus de ces financements, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, annonce la mise à disposition du Conseil régional d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour le financement de projets en faveur des jeunes. C'est 100 millions de francs CFA que nous allons dégager très rapidement pour aider vous-même, le Conseil régional, dans l'encadrement des jeunes de la région qui veulent faire des formations et qui ont des projets structurants ou qui veulent s'installer à leur propre compte. Avant la remise des chèques, les associations de jeunes de l'Agnébitiassa ont échangé avec le ministre et sa délégation sur l'implication de la jeunesse dans le développement socio-économique de la région. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle élargit son champ d'action en ajoutant 45 véhicules de type 4x4 aux flottes des structures sous sa tutelle. L'initiative devrait accroître la mobilité des structures de gestion et également améliorer l'encadrement, le suivi des agents dans les zones rurales. Sephora Zegui. C'est avec joie que les responsables des structures sous tutelle du ministère en charge de l'Éducation nationale ont reçu des mains de Kandia Camara, leur ministre, les clés de leur nouveau véhicule. Ce geste vient mettre fin à des années de difficultés rencontrées par les gestionnaires des structures décentralisées du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Quand on n'avait pas les véhicules, on allait à moto souvent. Mais c'était difficile. Il y a des endroits où même à moto, c'était difficile de s'y rendre. Mais aujourd'hui, avec cette voiture, je crois que nous pouvons être partout et puis servir partout aussi. On pourra désormais encadrer plus efficacement nos collaborateurs qui en ont vraiment grand besoin. Vraiment, ça arrive, c'est un soulagement. Ce sont au total 990 millions de francs CFA investis par la tutelle pour l'achat de ces véhicules. À travers ce geste, Kandia Camara met en mission ses responsables pour que ceux-ci réalisent les objectifs qui leur sont assignés. Loin d'être un privilège, il s'agit là de les aider dans leurs tâches quotidiennes et à l'amélioration de la qualité de l'école, afin d'apporter à chaque enfant de ce pays les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif. Vous savez tous que nous avons des objectifs à atteindre et les performances que j'attends de mes collaborateurs et collaboratrices sur le terrain dépendent des solutions trouvées à leurs besoins et à ceux de leur structure. Depuis 2015, 353 véhicules sont mis à la disposition des structures décentralisées pour accroître la mobilité et améliorer les conditions de travail des gestionnaires. Et ces gestionnaires des structures décentralisées pourra atteindre la région du Gontougo où une nouvelle école primaire a été ouverte dans le village de Nguétiakro. L'infrastructure de 3 classes est un don de l'ONG RID, le réseau ivoirien de développement. Le commentaire de Mama Traoré. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire du village de Nguétiakro dans la sous-préfecture d'Apimadoum, département de Bondoukou. Un geste de l'ONG Réseau ivoirien pour le développement RID, présidé par le colonel Martin Fofier-Kouakou. C'est une manière pour moi, modestement, de contribuer non seulement au développement de cette sous-préfecture, mais d'aider aussi à la formation des cadres de demain. Car l'école reste, à n'en point douter, le meilleur moyen pour assurer une bonne éducation et une bonne insertion durable de nos enfants. En souvenir de ce qu'était l'ancienne école du village, les populations de Nguétiakro sont aujourd'hui soulagées et surtout reconnaissantes. Vous avez répondu favorablement à notre cri de cœur en trouvant l'ONG dénommée Réseau ivoirien de développement, RIDA, et des bienfaiteurs qui ont construit cette école. Maman, sous-préfet, nous nous souviendrons toujours de cet acte de bonté à notre égard. C'est pourquoi nous avons décidé que l'école porte votre nom. Je prends l'engagement, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de faire un bon usage de cette école à la satisfaction de Gontougo, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la Côte d'Ivoire.
C'est donc un bien cher que nous devons préserver jalousement. Vous devez en prendre grand soin pour que les générations futures puissent également en profiter. Des tables bancs ont été remis à cette école par le maire de Bondoukou et le directeur régional de l'éducation nationale. Le premier magistrat de Bondoukou a également fourni 5 tonnes de ciment pour la construction des logements des enseignants. L'éducation pourrait être bien une solution pour venir à bout des pratiques profondément ancrées telles que les mutilations génitales féminines. La journée internationale dédiée à la lutte contre cette pratique a été commémorée ce jour par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le rapport de Grace Kando. J'ai dit je ne veux pas. Il s'est dit ça ne va pas se faire ici. Comment on t'a fait ça, non? Mais on a dit quand je vais pour accoucher là, je fais quoi? Je souffre. Ou bien, maintenant, ils m'ont fait ça, toi et moi, la nuit. C'est comment? Je ne ressens rien de toi. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes. Elles affectent le développement et l'épanouissement des femmes et des filles. En Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes ont subi une mutilation génitale selon les résultats de l'enquête à indicateurs multiples. Pour l'ONU Femmes, il y a donc urgence. Pour avoir une chance d'atteindre l'objectif mondial d'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030, nous devons accélérer les progrès de manière exponentielle. Pour ce faire, nous aurons besoin de quelques 2,4 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le coût de l'inaction est toutefois plus élevé. Nous devons impérativement mettre un terme à ces mutilations si nous voulons éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles et parvenir à l'égalité des sexes. La mobilisation et l'implication de tous est sollicitée en cette journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, dont le thème est « Aucune excuse pour l'inaction mondiale, unissons-nous, finançons, agissons ». Ils sont partis dans les villages pour dire à nos parents de ne plus faire les fusions, que c'est pas bien. Que toi qui fais, si le gouvernement entend, on va te mettre en prison. Nous ne pouvons pas arrêter. Tant qu'ils n'ont pas arrêté de faire ça en cachette, nous on continue de faire nos sensibilisations. C'est nous les chefs qui avons l'opportunité d'informer et à travers les réunions, les rencontres périodiques, de sensibiliser la population en vue de juguler ce mal-là qui est en train de prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire. La mutilation génitale, c'est une mauvaise chose qu'il faut condamner, il faut réprimer, et puis ceux-mêmes qui pratiquent ce genre de choses, on les arrête. Le gouvernement, de son côté, ne baisse pas les bras. Des actions visant l'interdiction de ces pratiques traditionnelles sont menées. Il s'agit notamment des articles 394, 397 et 398 du Code pénal ivoirien du 10 juillet 2019 réprimant les mutilations génitales féminines. Ces dispositions prévoient des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime. Le ministère de la Femme a élaboré un plan national de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et mis en place 68 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre sur le territoire national. Le ministère a mis à la disposition du public un service téléphonique d'assistance pour pouvoir dénoncer gratuitement et sous anonymat toute violence que subirait toute femme ou fille. Ce sont les lignes 1308 et 116. Pour accompagner et encourager les plateformes engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la ministre Ramatali Bakayoko leur a remis du matériel de bureau. Voilà, l'appel est lancé. Il faut agir ensemble contre les mutilations génitales féminines qui constituent une grave violation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Il ne faut surtout pas hésiter à dénoncer cette pratique. Un autre mal du monde pour lequel il faudrait être vigilant, c'est le coronavirus. Voyons d'ailleurs les données de l'évolution de la pandémie dans notre pays.
Ce lundi 8 février 2021, les autorités sanitaires de Côte d'Ivoire enregistrent 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 205 nouvelles guérisons et 3 nouveaux décès. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 29 967 cas confirmés, dont 27 786 personnes déclarées guéries, 165 décès et 2016 cas actifs. Le chiffre est énorme. Le port du masque en public est toujours en vigueur pour stopper la transmission de ce virus. Et le corona, un virus de plus dans le monde. En RDC, où plus de 680 décès du Covid sont enregistrés, la maladie à virus Ebola refait surface 3 mois après la déclaration de la fin d'une épidémie précédente par l'OMS. Un cas mortel a été localisé dans la zone de Biena, dans le nord Kivu, c'est dans l'est de la RDC. Plus de 70 personnes contacts ont été identifiées par des épidémiologistes de l'Organisation mondiale de la santé, dépêchés pour enquêter sur place. Dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire, le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire est géré par un nouveau conseil d'administration. La nouvelle équipe devra poursuivre les réalisations en cours avec pour objectif de soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire veut mettre en lumière le potentiel géologique ivoirien en le transformant en opportunité pour les investisseurs. C'est une association qui veut véritablement aider et accompagner le gouvernement dans un développement économique et social. L'élan qui a démarré depuis maintenant 4 ans consiste véritablement à montrer la contribution économique de nos entreprises, leur apport, leur assistance auprès des communautés dans lesquelles elles interagissent et surtout leur gage de professionnalisme et de performance au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. L'industrie minière dans le pays a un potentiel important du fait du sous-sol qui regorge de nombreuses ressources et aussi du cadre réglementaire mis en place depuis 2014. À l'horizon 2025, le secteur contribuera à 5% du PIB et créera 25 000 emplois directs avec plus de 20 milliards comme volume d'investissement et 5 milliards en termes d'impact sur la communauté. Jean-Claude Diplo en est le nouveau président pour 2 ans. On s'inscrit dans une sorte de continuité. On a eu une vision stratégique déclinée en 3 grands axes en 2016-2018. C'est donc la continuation de cet exercice-là stratégique qui lui-même s'inscrit dans le plan national de développement, le PND 2021-2025, que nous allons mettre en œuvre. La réforme que nous avons eue en 2014 pour apporter en Côte d'Ivoire le code minier dont on est assez fier et que le marché international a plébiscité, cette réforme-là a été le résultat de la capacité de dialogue que le gouvernement a démontré. Le groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire est une association patronale regroupant l'ensemble des acteurs du secteur. Créé en 2008, il regroupe quelques 47 sociétés minières dans le pays. La restructuration, c'est aussi l'actualité du Burida. Le conseil de gestion travaille à redynamiser la maison des droits d'auteur de Côte d'Ivoire. Le point des travaux par Serge Coléa. Face à la crise qui perturbe sa bonne santé, procéder à la réforme juridique, administrative et sociale, organiser la restructuration financière et informatique, veiller à la mise en œuvre par la direction générale des décisions prises et orientations données. Telles sont les missions assignées au Conseil de gestion et de restructuration du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, créé en mars 2020. Pour atteindre ces objectifs, le Conseil a mis en place 3 commissions. Il est question aujourd'hui de soumettre à la validation du Conseil de gestion les résultats de leurs réflexions. Je voudrais féliciter, adresser toutes mes félicitations au Conseil de gestion et de restructuration. Ils ont tous compris l'enjeu. Ils ont pris à bras de corps le défi que nous avons lancé. Ils ont beaucoup travaillé, ils continuent de travailler, ils ont à cœur de redresser cette maison. Ces structures ont travaillé en étroite synergie pendant 6 mois. Je me réjouis de cet atelier qui nous proposera le nouveau Burida et j'ai pu m'assurer que la qualité des membres de ce conseil et de la direction générale nous donne l'espoir de la pertinence des conclusions de vos travaux qui aideront l'autorité de tutelle à prendre des mesures idoines pour le bonheur de tous. Il sera également question d'adopter un calendrier d'exécution de recommandations, de consolider les acquis de la direction générale,
et de corriger les faiblesses constatées dans le fonctionnement du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Et nous terminons sur cette note ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info revient demain dès 6h30 avec Régis Kofi. Excellente fin de soirée chez vous.